À Bobo, quartier vibrant et bruyant d'Abidjan, des klaxons, des cris de vendeuses, des enfants qui courent pieds nus entre les flaques d'eau sale. Le soleil tape fort, mais la vie tape plus fort encore. Dans cette agitation quotidienne, Aminata avançait avec son plateau d'attiéké sur la tête. Chaque matin, elle quittait sa cour commune dès 5 heures, le pagne noué haut, le cœur serré. Ce n'était pas une vie, c'était une guerre. Une guerre contre la faim, contre le rejet, contre l'oubli. Elle avait 31 ans. Elle ne les faisait pas. La fatigue avait gravé des années de douleur sur son visage, les mains dures, les pieds gonflés, les rêves enterrés. Mais elle avait un trésor, Issa, son fils, 8 ans, petit garçon au regard vif, au sourire troué par l'innocence. Il était son soleil, le seul rayon qui perçait les ténèbres de ses journées. Le soir, quand elle rentrait après avoir vendu tout ou presque, ils mangeaient ensemble, assis sur un vieux seau retourné, du riz, parfois seulement une bouillie. Elle lui racontait des histoires, des contes de guerre, de ruses, de rois africains. Issa riait. « Maman, moi je veux aller à l'école et devenir président, comme ça tu ne vendras plus jamais à Tiéké. » Elle souriait, elle lui caressait la tête. Et quand il dormait, elle pleurait doucement, dans l'ombre, pour ne pas qu'il entende. Parce que la vérité, c'est qu'elle n'arrivait plus à suivre. Le loyer était en retard, les clients devenaient rares, son petit commerce de fortune risquait d'être saisi. Et Issa allait grandir sans éducation, sans avenir, sans autre horizon que les ruelles poussiéreuses d'Abobo. Un jour, elle est tombée malade, fièvre, vertige, elle a failli s'évanouir en pleine vente. Personne ne s'est arrêté, personne. Le monde n'avait pas le temps pour une femme pauvre et fatiguée. Ce soir-là, allongée sur une natte trop courte, elle a regardé son fils dormir, et un mot a traversé son cœur comme une lame. Et si je devais le laisser partir ? Elle a secoué la tête, impossible, mais une voix revenait. Si tu l'aimes vraiment, peut-être qu'il mérite mieux que toi. C'est dans cet état de confusion, d'amour et de douleur, qu'une cousine éloignée est arrivée d'une autre ville, Bouaké. Elle semblait réussir. Belle voiture, habit bien repassé, ongles faits. « Amina, pourquoi tu t'épuises comme ça ? Donne-moi ton fils. À Bouaké, il vivra mieux. Je vais m'occuper de lui comme s'il était à moi. Il ira à l'école, il mangera bien. Tu verras, c'est pour son bien. » Aminata eut le cœur qui s'est glacé. Elle a ri, d'un rire sec. « Tu veux que je te donne mon cœur ?» Mais la cousine a insisté. Elle a montré des photos. Elle a promis. Et le doute a germé. Lentement, sournoisement, jusqu'à devenir une obsession, jusqu'à la ronger la nuit entière. Le jour suivant, Aminata n'a pas dormi. Elle n'a pas mangé non plus. Elle regardait son fils comme s'il allait lui être arraché d'une seconde à l'autre. Chaque geste devenait plus lourd. L'habiller, le coiffer, le regarder rire. Elle sentait que le sol se fissurait sous ses pieds. Et cette phrase de la cousine ne cessait de résonner dans sa tête. À Bouaké, il vivra mieux. Mais quel genre de mère donne son enfant, même pour le sauver ? Elle n'était ni une lâche, ni une femme indifférente. Elle était juste épuisée par la guerre silencieuse que la pauvreté impose aux mères seules. 3 jours plus tard, elle a cédé. Elle a appelé Issa et lui a dit, les yeux rouges, « Tu vas aller un peu chez Tanti Aïcha à Bouaké. Là-bas, il y a de l'électricité tous les jours, des écoles bien, et même des jeux. Tu vas aimer. Et tu reviendras bientôt, d'accord ?» Mais Issa, avec sa petite voix douce, a demandé, « Tu viens avec moi, maman ?» Pas tout de suite. « Et si je pleure là-bas, tu vas entendre ?» Ces mots l'ont foudroyée. Elle a tourné la tête. Elle ne voulait pas qu'il voie ses larmes. Elle lui a juste dit « Maman sera toujours avec toi, ici. » Elle a mis sa main sur le cœur du petit. La veille du départ, Aminata n'a pas fermé l'œil. Elle a lavé les habits d'Issa 2 fois. Elle a repassé une vieille chemise blanche avec une boîte de conserve chaude. Elle a cousu un petit sachet de gris-gris à glisser dans son sac pour le protéger des gens mauvais. Elle a mis une photo d'eux deux dedans, une photo déjà froissée par le temps. Le matin est arrivé.
Abobo s'est réveillé comme d'habitude, bruyant, vivant, sans pitié. Mais dans la cour, tout était silencieux, comme si la vie elle-même retenait son souffle. Le quart de Bouaké est arrivé, poussiéreux, bondé. La cousine est sortie, chic et souriante. « Il est prêt ?» Aminata a hoché la tête. Elle tenait la main d'Issa si fort que le garçon a grimacé. Mais il ne disait rien, il avait compris. Les enfants pauvres comprennent trop tôt. Il est monté dans le car. Avant de partir, il s'est tourné une dernière fois. « Maman, tu me promets que tu vas venir me chercher un jour ?» Aminata a menti. « Je te le promets. » Puis le car est parti, lentement, très lentement. Comme si Dieu lui-même voulait donner le temps à une mère de dire adieu. Quand le bus a disparu au loin, Aminata est restée plantée là, debout, muette, vide. Une voisine l'a trouvée là 2 heures plus tard. Elle n'avait pas bougé, elle ne parlait pas. Elle avait juste les yeux perdus, la bouche entr'ouverte et les bras vides. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, elle n'a pas préparé de dîner, elle n'a pas allumé la lampe, elle est restée seule dans le noir. Et le silence de la pièce est devenu plus brillant que tous les cris d'Abobo. Elle venait de faire ce que la misère impose parfois, aimer assez pour renoncer. Au début, Aminata se forçait à sourire, même si personne ne la regardait. Elle disait aux voisins « Mon fils est à Bouaké maintenant, il va bien, il va à l'école. » Elle parlait fort, comme pour se convaincre. Elle parlait vite, comme pour ne pas s'effondrer. Elle mentait, mais avec espoir. Au fond d'elle, elle s'accrochait à cette image, son petit Issa dans une cour propre, assis à une table en uniforme kaki, un cahier ouvert devant lui. Il écrivait peut-être son prénom, ou dessinait une maison avec une mère qui l'attendait. Mais très vite, les premiers signes sont venus. Les appels de la cousine se sont espacés. D'abord, elle répondait chaque semaine, puis toutes les 2 semaines, ensuite 1 fois par mois. Et enfin, plus rien. Aminata appelait, le téléphone sonnait, parfois on répondait, parfois non. Quand on répondait, c'était toujours la même voix, sèche, fatiguée. « Ah, il dort là. Il est dehors. Il joue. Je suis occupée, je te rappelle. » Mais elle ne rappelait jamais. Un jour, Aminata a demandé « Je peux lui parler ? Juste 2 minutes. » Et la cousine a crié « Tu crois que j'ai que ça à faire, hein ? Tu crois que c'est facile de s'occuper d'un enfant qui n'est même pas le mien ?» Cette phrase l'a tuée. C'était comme si quelqu'un venait d'éteindre une lumière en elle. Elle a compris que quelque chose n'allait pas. Mais elle était trop loin, trop pauvre, trop seule. Elle a commencé à économiser, petit à petit. Elle a mis de côté 500 francs, puis 1000, puis 2000. Elle voulait aller à Bouaké, voir de ses propres yeux. Mais la vie, cette voleuse cruelle, avait d'autres plans. Un jour, elle s'est fait voler son sac dans un bac à bondé. Dedans, l'argent, son téléphone et la photo d'Issa. Elle est rentrée chez elle. Elle s'est assise sur le sol et elle a pleuré comme une enfant abandonnée. Les années ont passé. Elle avait maintenant 39 ans. Elle travaillait à Cocody comme ménagère, chez une famille riche. Elle lavait le sol en marbre, repassait les costumes d'un patron qui ne lui disait même pas bonjour. Chaque matin, elle se levait à 4 heures. Chaque soir, elle rentrait à 20 heures. Mais chaque nuit, elle rêvait de son fils. Dans ses rêves, il courait vers elle, pieds nus, toujours souriant. Mais au moment de l'atteindre, il disparaissait dans un nuage de poussière. Elle se réveillait souvent en sursaut, en sueur, le cœur vide. Elle regardait sa paume, comme si elle espérait y voir la main d'Issa, toujours petite, toujours douce. Pendant tout ce temps, elle n'a plus jamais eu de nouvelles. Pas une lettre, pas un appel, pas une photo. Autour d'elle, les gens disaient « Tu dois tourner la page. Peut-être qu'il est mort. Peut-être qu'il ne pense même plus à toi. » Mais elle refusait. Elle gardait ses affaires dans une petite boîte en fer, une chemise blanche trop petite, un vieux petit soulier, un bracelet cassé, un bout de crayon. Elle ouvrait cette boîte tous les dimanches,
comme on ouvre un cercueil, comme on parle à un fantôme. Elle murmurait « Issa, si tu m'entends, sache que je t'ai jamais abandonné, jamais. » Et chaque dimanche, elle remettait le couvercle. Et chaque dimanche, elle enterrait sa peine un peu plus profond. Mais dans le silence, dans le vide, dans l'attente, un feu brûlait encore. Un feu de mer, un feu qui dit « Un jour, je le reverrai ». C'était un mardi, il faisait chaud, comme souvent à Abidjan. Le soleil cognait dur sur les toits de tôle, sur les trottoirs poussiéreux de Cocody et sur le dos des femmes pressées de rentrer chez elles. Aminata, elle, marchait lentement. Elle venait de finir sa journée de travail, une journée comme les autres, lavage, cuisine, silence. Elle n'avait plus d'énergie pour parler. Depuis des années, sa bouche ne savait plus former que 3 mots. Oui, patron, d'accord. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta devant une boulangerie de quartier. Elle n'y entrait jamais, trop cher. Mais ce jour-là, elle voulait juste sentir l'odeur du pain chaud. Elle voulait se rappeler un temps où la vie avait un goût de sucre. Alors qu'elle hésitait à entrer, une voix surgit de nulle part. « Maman, tu veux que je te nettoie les sandales ? C'est 100 francs seulement. » Elle tourna la tête. Un garçon, pas plus de 16 ans, assis sur un petit tabouret en plastique. Il portait un pantalon troué, un t-shirt sale, dans ses mains, une boîte de cirage, une brosse usée. Il ne la regardait pas dans les yeux. Il avait le regard d'un adulte brisé dans un corps d'enfant. Elle s'apprêtait à lui dire non quand un détail la frappa. Ses yeux-là, ce regard noir profond, blessé. Elle le connaissait. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle, la voix tremblante. Le garçon releva doucement la tête. Il la regarda enfin. Et pendant une fraction de seconde, le temps s'est arrêté. Il répondit « Issa ». Elle chancela. Son cœur s'arrêta net. Ses jambes ne la tenaient plus. Tout autour d'elle disparut. Les passants, les klaxons, les bruits de la ville. Il avait grandi. Il était plus maigre, plus sombre, mais c'était lui, son fils, son Issa. Elle s'accroupit. Les larmes ont jailli sans prévenir. « C'est moi, c'est maman, Aminata, tu te souviens ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il la regardait comme on regarde un fantôme, un rêve devenu réalité. Et puis, ses lèvres ont tremblé. Il a murmuré « Maman ?» Puis il a fondu en larmes. Ensemble, là, au bord du trottoir, au milieu de la foule indifférente, une mère et son fils se sont retrouvés, après 8 ans, dans la poussière, dans la rue. Elle l'a serré dans ses bras. Elle a touché ses cheveux, son dos, ses joues. Il avait des cicatrices, sur les bras, sur le visage. Elle a senti son odeur. Ce n'était plus l'odeur de l'enfance, c'était l'odeur de la rue, de la misère, de la survie. Il ne parlait pas, il pleurait. Elle répétait « Pardon, pardon, Issa, je ne savais pas, je ne voulais pas. » Il sanglotait la tête contre son épaule. « Je pensais que tu m'avais oublié. » Ce soir-là, elle l'a ramené chez elle, dans sa petite chambre de domestique à Cocody. Elle l'a lavé, lentement, avec la tendresse d'une mère qui soigne des blessures visibles et invisibles. Elle a préparé un riz chaud avec une sauce graine simple, comme autrefois. Il a mangé en silence, les yeux baissés. Elle l'a regardé comme si elle voulait rattraper chaque jour perdu, un à un. Quand il a eu fini, elle s'est assise en face de lui, les mains tremblantes. « Raconte-moi tout. Je veux savoir, je dois savoir. » Et il a parlé. Issa avait fini de manger. Il regardait le fond de son assiette comme on regarde un passé qu'on n'a pas choisi. Aminata, elle, était en face, droite, forte, mais brisée à l'intérieur. « Parle-moi, mon fils. Je veux entendre ta voix. Je veux savoir ce qu'on t'a fait. » Il a levé les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, il a laissé sortir sa douleur. « Quand je suis arrivée à Bouaké, tout allait bien, au début. Tanti m'a bien reçue. Elle m'a donné des habits, m'a montré l'école. J'étais content. Je me disais que c'était le début d'une belle vie. » Il s'est arrêté, ses yeux brillaient. Mais 2 semaines après, j'ai compris. Il n'y avait pas d'école, juste des corvées. Je lavais les habits de ses enfants,
Je balayais la cour, je cuisinais, je nettoyais, je servais à table, mais je ne mangeais pas avec eux. Je dormais dans la cuisine, sur un carton. Aminata étouffait ses sanglots. Elle se mordait les lèvres. Elle voulait hurler, mais elle écoutait. Un jour, j'ai demandé pourquoi je n'allais pas à l'école. Elle m'a giflé. Elle a dit que je devais d'abord rembourser ce qu'elle dépensait pour moi. À partir de là, j'étais devenue son petit domestique. Il a serré ses poings. Quand j'étais malade, elle me laissait dormir dehors. Et le jour où j'ai cassé une assiette, elle m'a dit « Sors de chez moi, tu n'es même pas mon enfant ». Aminata n'a pas pu se retenir. Elle a crié « Ô Seigneur, pourquoi ? Pourquoi tu m'as pris mon fils pour le faire souffrir comme ça ?» Mais Issa l'a regardée. Et doucement, il a dit « Ce n'est pas Dieu, maman, c'est toi. » Silence, une phrase, un coup de couteau, mais une vérité. Aminata s'est levée. Elle est tombée à genoux, elle a pris les mains de son fils, elle a pleuré comme jamais auparavant. « Pardon, Issa, je croyais bien faire, je t'ai donné pour te sauver. Je ne savais pas qu'on allait t'utiliser et t'abîmer. Si j'avais su, j'aurais préféré qu'on meure ensemble de faim, mais unis. » Il l'a regardée. Longtemps. Puis il a dit d'une voix lente « Je t'en veux, mais je t'aime, et je veux qu'on recommence. » Ce soir-là, dans cette petite chambre de domestique, ils ont pleuré, parlé, ri, mangé, et surtout guéri. Quelques mois plus tard, Issa a été pris dans un centre de réinsertion pour enfants de la rue. Grâce à un instituteur du quartier, il a repris l'école. Il avait honte au début. Apprendre à lire à 16 ans, ce n'est pas facile, mais il voulait changer sa vie. Aminata, elle, a commencé à économiser pour lui acheter des cahiers, des livres, des vêtements décents. Elle ne dormait que 4 heures par nuit, mais elle disait toujours « Je préfère la fatigue au regret ». Un soir, Issa lui a dit « Maman, je veux devenir avocat pour défendre des enfants comme moi, ceux qu'on maltraite, ceux qu'on abandonne. » Elle a pleuré encore, mais cette fois c'était des larmes de paix, des larmes de lumière. Cette histoire est une histoire vraie, celle d'un enfant oublié, d'une mère détruite et d'un amour qui n'est jamais mort malgré la distance, la pauvreté et la trahison. Si tu es une mère, sache que ton amour est plus fort que la misère. Si tu es un enfant abandonné, sache que ton histoire ne finit pas là, tu peux te relever. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, partage-la parce que quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre ça. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux découvrir plus d'histoires vraies et puissantes de notre Afrique. Commente ci-dessous si cette histoire t'a touché, si tu as vécu quelque chose de similaire ou si tu veux laisser un message d'amour à une mère ou à un enfant. Like cette vidéo si elle t'a ému et surtout, partage-la autour de toi. Parce que partager une émotion, c'est guérir ensemble.